Des banques centrales qui créent de l'argent par milliers de milliards comme par magie. Ça ressemble à de la science-fiction et pourtant, c'est l'idée derrière l'une des politiques économiques les plus puissantes et controversées de notre époque, le quantitative easing. Face aux crises, quand plus rien ne marche, il a fallu sortir l'artillerie lourde. Aujourd'hui, on décortique ensemble ce mécanisme fascinant. C'est vraiment la question qui a tout déclenché. Pensez-y une seconde. L'économie est en train de piquer du nez et le principal levier qu'on a, celui des taux d'intérêt, est déjà au plus bas. On ne peut plus l'actionner. Alors que faire ? C'est le point de départ de toute cette histoire. Pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi les vieilles recettes ne fonctionnaient plus. Ensuite, on définira simplement ce fameux quantitative easing. Après ça, on plongera dans le moteur pour voir comment ça marche concrètement. Puis, on verra que c'est une affaire mondiale. Et enfin, on tentera de dresser le bilan avec ses bons et ses mauvais côtés. Allez, on commence par le commencement, le moment où le système a heurté un mur. Les grandes crises financières ont forcé les banques centrales à sortir des sentiers battus, à devenir créatives. En temps normal, la mécanique est plutôt bien rodée. La banque centrale, c'est un peu le chef d'orchestre de l'économie. Pour la stimuler, elle baisse ses taux directeurs. Du coup, l'argent coûte moins cher aux banques, qui peuvent alors proposer des prêts plus attractifs. Et en théorie, hop, les gens et les entreprises empruntent plus, consomment, investissent, et la machine repart. Simple, non ? Sauf que, voilà le hic. Après des années à essayer de relancer la machine, les banques centrales avaient déjà baissé et encore baissé leurs taux, jusqu'à atteindre le plancher, 0, ou presque. À ce niveau-là, l'outil principal est neutralisé. On ne peut pas baisser ce qui est déjà tout en bas. L'arme principale est en quelque sorte hors service. Et là, c'est l'impasse totale, un vrai point de blocage. Le levier traditionnel, celui qu'on a toujours utilisé, est cassé. Les banques centrales sont au pied du mur, avec une économie qui menace de s'effondrer. Il faut impérativement trouver autre chose, une solution non conventionnelle. Et c'est dans ce contexte d'urgence qu'apparaît ce fameux quantitative easing, souvent abrégé QE. Bon, je sais, le nom fait un peu peur, mais l'idée derrière est radicalement nouvelle. Alors, le QE, qu'est-ce que c'est ? En clair, c'est une intervention directe et massive. Au lieu de simplement jouer sur les taux pour influencer l'économie de loin, la banque centrale descend dans l'arène. Elle crée de la monnaie, électroniquement bien sûr, et avec cet argent tout neuf, elle achète en masse des actifs financiers, surtout des dettes d'État. L'objectif, c'est d'ouvrir les vannes pour inonder le système de cash. Bon, le but du jeu, il est multiple. Premièrement, donner plein d'équité aux banques pour qu'elles n'aient plus peur de prêter. Deuxièmement, en achetant massivement des obligations, faire baisser les taux d'intérêt sur le long terme pour rendre des crédits encore moins chers. Et enfin, l'objectif ultime, c'est d'éviter l'ennemi public numéro 1, la déflation. Cette spirale infernale où tout le monde attend que les prix baissent encore plus pour acheter et où l'économie se fiche complètement. Ok, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça marche ? Comment est-ce que cet argent créé sur un ordinateur se transforme en activité économique bien réelle ? On va regarder sous le capot. Alors le processus, on peut le découper en 4 temps. Étape 1, la banque centrale appuie sur un bouton et crée de la monnaie, à partir de rien. Étape 2, avec cet argent, elle va sur le marché et achète des obligations d'État que des banques commerciales ont en portefeuille. Et attention, petit détail important, elle achète des obligations qui existent déjà. Elle ne finance pas directement l'État. Étape 3, qui est cruciale, les comptes des banques vendeuses sont crédités de cet argent frais. Et enfin, étape 4, l'effet espéré, avec tout ce cash en réserve, les banques sont fortement incitées à faire leur travail, c'est-à-dire accorder des crédits. Pour le visualiser, imaginez le bilan d'une banque. Avant le QE, elle a beaucoup d'obligations d'État. C'est un peu comme avoir un coffre plein de bijoux. Ça a de la valeur, mais ce n'est pas très pratique pour les dépenses de tous les jours. Après le QE, la banque centrale a échangé ses bijoux contre de l'argent liquide, du cash. D'un coup, la banque a les poches pleines, prête à financer des projets. En résumé, le QE a un double effet. D'un côté, on pousse les banques à ouvrir le robinet du crédit. Et de l'autre, ça donne un sacré coup de pouce au gouvernement. Comment ? Eh bien, quand la banque centrale achète autant de dettes d'un pays, la confiance augmente. Et les taux d'intérêt que ce pays doit payer sur sa dette diminuent. Se financer devient beaucoup moins cher, ce qui est une bouffée d'air frais en temps de crise. Et attention, on pourrait croire que c'est une invention un peu bizarre de la Banque Centrale Européenne, mais pas du tout. En fait, c'est une stratégie qui est devenue complètement mondiale. Si on regarde la chronologie, tout a commencé au Japon. Ce sont un peu les pionniers, ils ont testé ça au début des années 2000 pour combattre leur déflation chronique. Et puis bam, crise financière de 2008. Là, la Fed américaine sort le bazooka et lance un QE à très grande échelle. L'Europe, elle, attendra un peu plus longtemps, jusqu'à la crise de la dette dans la zone euro pour s'y mettre sérieusement en 2015. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie et la pratique, la grande question c'est est-ce que ça a vraiment marché ? Et surtout, à quel prix ? Quels ont été les effets de bord ?
Alors du côté des points positifs, le consensus est assez large. Oui, le QE a probablement évité une catastrophe. Il a joué son rôle de pompier en stabilisant un système financier au bord de l'implosion. Il a rendu l'argent moins cher pour tout le monde, des États aux entreprises, et il a très certainement empêché l'économie de sombrer dans la déflation. Sans ça, les crises auraient été bien pires. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Le premier gros problème, c'est que tout cet argent a bien dû aller quelque part. Il a fait flamber le prix des actifs, comme les actions en bourse ou l'immobilier, avec un vrai risque de bulle. Ça a aussi creusé les inégalités. Ceux qui possédaient déjà ces actifs sont devenus beaucoup plus riches. Et enfin, une critique majeure, cet argent facile a peut-être servi d'anesthésiant, en permettant à certains gouvernements de repousser des réformes économiques difficiles mais nécessaires. Et puis, à partir de 2022, tout bascule. Le grand méchant loup fait son retour, l'inflation. D'un coup, le problème n'est plus de relancer l'économie, mais au contraire de la freiner pour calmer la surchauffe. Les banques centrales ont dû faire un virage à 180 degrés, stopper net le QE et remonter les taux d'intérêt à une vitesse jamais vue. C'est vraiment la fin du nerf. Et c'est là tout le paradoxe d'aujourd'hui. Après avoir utilisé des outils extraordinaires pour sauver l'économie, les banques centrales doivent maintenant tout faire pour la ralentir, mais sans la faire dérailler. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Vont-elles réussir ce pari de maîtriser l'inflation sans nous plonger dans une grave récession? Une nouvelle page de l'histoire monétaire est en train de s'écrire, juste sous nos yeux.